Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez bienvenus dans 20 minutes Arena. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de cette émission. On parle sport dans la joie et la bonne humeur. Au menu aujourd'hui, du foot, du basket, du cyclisme et un petit bonbon, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Pour m'accompagner aujourd'hui, une belle tablée avec les talentueux journalistes du service des sports de 20 minutes. J'accueille Antoine. Tout d'abord, comment ça va Antoine? Bonjour Nicolas. Leader du classement général. Exactement. Pour quel classement général? Je sais pas, oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai une émission de sport. Comment se traverse tes Il est pas dedans. Il est pas dedans déjà. Il est pas dedans du Mais tout. non, on faisait la danse, tu vois, comme un peu les joueurs de tennis juste derrière toi. Pendant le générique, c'était magnifique. Écoute. Antoine, notre homme de terrain au Parc des Princes pour ce PSG Liverpool. Exactement, petit 3-0 pour le PSG. Ah ouais. Ah, t'annonces. C'est calé, c'est calé. Ok. Puis moi, je porte toujours bonheur aux équipes françaises, donc normalement ça. J'avoue qu'il y a l'idée de la. Oh merde, pourquoi il a. Putain, ouais. On est foutu, on a perdu. Oui, c'est pour. Si vous savez pas, c'est notre chat noir officiel. Voilà. William. J'aurais pas dû le laisser aller au Parc des Princes. Ouais, parce mais que c'est toi qui feras la suite de la campagne. Alors si ça se passe mal. Je serai à Anfield, rassurez-vous. Je suis le chat blanc. Emmerich, il sera le chat devant sa télé. Et il sera le chat virage Auteuil. Au virage Auteuil. Attends, t'es fou quoi. Et évidemment qu'on va gagner. 4-0. 4-0. Ouais, je le sens bien. Eh ben on verra ça. Bon, tout le monde est prêt pour cette émission? Oui, on espère que vous aussi. Allez, c'est parti. Première séquence. Et pour commencer cette émission, on en avait un peu perdu l'habitude, et c'est dommage. On va commencer par un petit jeu. Les gars. Même un jeu à double entrée. Oula. En lien avec tableau Excel. les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pour chaque équipe, vous allez devoir me dire, à votre avis, qui est la valeur marchande la plus haute? Quel joueur vaut le plus cher? Et celui qui a trouvé, les deux autres, il va devoir dire un prix. Ouais. Et les deux autres vont dire plus ou moins. Parce que j'ai ces petits cartons donc c'est... que ça nous fait très plaisir de ressortir. Ce plus et ce moins, donc un plus, un moins pour toi. Donc c'est pas la valeur de l'effectif total, c'est non, la valeur non, du c'est la meilleur valeur... joueur. Selon le joueur le plus cher. Quelle source? Alors justement, pour éviter toute contestation, parce que je vous connais, j'ai pris tous ces chiffres dans une étude parue le mois dernier, par une étude du CIES. Très bien, c'est fiable. Ok. Oui, c'est de là que vient Gianni Infantino, c'est évidemment fiable. Donc, si vous... Un peu de respect pour les personnes qui y travaillent aujourd'hui, voyons, s'il vous plaît. C'est vrai. Salut. Donc, si vous voulez contester, ne le faites pas, parce que de toute façon, on s'en fout. Ok. Vous êtes prêts? C'est clair. Attends, là on buzz du coup. En fait, je dis un nom d'équipe. compris. On va faire dans l'ordre. Je dis un nom d'équipe. Tu penses savoir qui est le joueur le plus cher, tu buzzes, tu dis le nom. S'il est bon, tu dis un chiffre et les deux autres vont dire plus ou moins. Ok. Donc on buzz. Première étape. Oui, c'est la double info. Alors, Bah, il va dire un nom d'équipe. Et après, on va oui. buzzer. Ah oui, c'est celui qui dit. D'abord, tu buzzes, ensuite, il pose la question. Non mais ça aurait pu être. D'accord. Très bien. Non, ça va bien se passer. Ça me paraissait pas si compliqué, mais, Non, mais... peut-être que la prochaine fois je m'adapterai. C'est donc ce qui se passe chez les maisons qui font les autres sociétés. Je comprends rien, pour eux c'est très clair. Ouais, mais oui, c'est exactement ça. Allez. Tu avais une question? Non, rien. Non, c'est bon, on peut y perdu aller, plein de peut-être. temps, nos chroniques. Bon. Allez, on est parti, on Est-ce que commence. le leader du double ensuite il récupère le t-shirt? Tout à fait. Ok. Et Antoine finit comme il aime bien, torse nu. C'est sa passion. Allez, on commence par le PSG. Je sais pas, Dembélé. Non, Nuno Mendes. non. Doué? Désiré Doué. Donc on marque un point quand on a le truc et à nouveau des points après selon les plus ou moins. Donc dis un chiffre, William, combien vaut Désiré Doué? 85 millions? 85 millions. Plus Emmerich, moins Ah non, Antoine, c'est plus. C'est bien plus Désiré 120, Doué. non 120, 125. Il est à 130. Ah mais le marché ça va pas du tout là, 130, il est excellent Doué, mais à 130, 130 Ouais, mais c'est une Ousmane. estimation de la valeur. C'est son âge, la durée de son contrat. Golden Boy. Ça, ouais, quand même. 130. Buteur en finale, Ligue. Donc un point William et un point Emmerich, quand même. Bah du coup Liverpool. Isaac. Non. Oh putain. Ekitike. Non. Oh. Ouais, c'est que j'ai buzzé là. Vas-y. Zoboslai? Ouais. Non. Sandek. Non. Wirtz. Oui. Florian Wirtz. Alors. Ça vaut combien? Je pense que ça vaut cher. Doué 125, 130. Ah, je Bon, vais, allez, je vais Laurent. tenter, même malgré la saison un peu pourrie quand même, c'est ça le truc, je me demande. Je peux poser une question? Non, tant pis. Non. Vas-y, 120, 120. 120.
Ouais, je pense qu'il a perdu un peu en valeur quand même. C'est moins pour tous les deux, et vous avez tous les deux tort. Oh bordel 130 comme Mais c'est ça. pas possible. j'ai Mais hésité mais à dire c'est le truc, 140. C'est vraiment là où Attends, tu te Gianni demandes- Infantino a travaillé. Est-ce que la saison, est-ce que sa saison est prise en compte? Si elle est prise en compte, Ah il non, faut pas... ça se décorrèle un petit peu de. Ouais, mais tu c'est vois. plus sur des données concrètes. Oui, Ça, mais c'est- du coup, C'est pas vraiment sur goal assist, pas du c'est sur âge. Enfin, Oui, Non, durée mais de genre- contrat, âge. Oui. Ouais. Non, il faut eh bah, t'as marqué 2 points du coup sur ça ce fait coup-là. pas mon football. Pardon, C'est pour ça que je suis pas fort. pardon les romantiques. Le Sporting. Giovanni Quanda. Non. Ah putain, je l'ai. Ah oui, il avait buzzé juste Ouais, après. ouais, allez-y, allez-y. Homeland Non. Non. Luis Suarez. Bah ouais, Luis Bah, Suarez. allez là. Eh oui, l'ancien Mais Quanda, fantôme il de joue- l'OM. Bah alors, Ouais, il joue pas beaucoup. j'ai découvert Enfin, quand même, il est du coup là, blessé. il a quand même mis 33 buts en 45 matchs. Il est cette monstrueux saison. cette saison. Non, non, vraiment pour le coup, c'était C'est pas le même joueur. Il a quel âge du coup là Ah, ça, tu peux Ça, pas nous le dire? on l'a pas dans les données. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on va peut-être pas aller très loin non plus. Allez. 45. 45. Ça doit valoir 50, ça, c'est connerie. Ouais, Plus pour tous les deux, eh bien c'est un tout pile. Ah, Pile, mais 45 genre, il est figures il est d'or. imbattable, un pognon. c'est bon ça. 5 points pour Emeric, c'est du pas coup, mal, ça. très, très, très fort. Bravo. Et du coup, qui vient après? Arsenal. Ah, Emeric d'abord. Bukayo Saka. Oui, c'est oui. Oui. Oui, alors Bukayo Saka, Bukayo Saka. je dirais 145. Ouais, faut pas déconner. 145. Ouais, 300 millions pour Moins un petit pour aussi. Antoine, moins pour William, c'est effectivement moins. Vous auriez dit à peu près? Ouais, 100 120. millions. Ouais, 114. Bon, ouais. 114. 145. Vous marquez un point du coup tous les deux. Mais on Je est marque nuls. un quand même. Mais il en marque un quand même. Ça fait 6. 6, 2, 1. un, j'avais un. 6, J'ai 2, 1. Le Real Madrid. Mbappé. Kylian. Kylian. 205. 205 pour Kylian. C'est moins. C'est plus pour Antoine, c'est moins pour William. Et c'est William qui a raison, mais on n'est pas loin. 192. Ah merde. 192 pour Kylian. Donc, Mais c'est sept, un point, un point. 3-1. Et du coup, le Bayern. Emeric. Ensuite, William. Olysée. Olysée. Ouais. Bonne réponse. Oh. Bon, alors Saka 112. À combien on le met, Michael? Ah, il est fort, hein, mais s'ils sont pas trop de cons, je mets au-dessus de Saka. Moi, je dis 115. 115, c'est plus pour Antoine, c'est plus pour William, et c'est effectivement plus 141. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, quand même, il est jeune. hein. Crac. Il est jeune. Ouais, oui, mais tu vois, Saka 112, j'ai essayé de. Ouais, Mais ouais. ça, comparable, ce qui est comparable. ça- Arrête, c'est Non. bien, c'est pas un mauvais joueur, mais sans déconner, qu'est-ce c'est qu'on par entend comme rapport à conneries Saka, dans c'est cette bien, émission Arrêtez. Scandale. Le Brabant. Mais t'es pas possible. Mais là- Saka, Oli, c'est pas la même course, c'est tout. Il y aura revanche tout à l'heure, tiens. Tu vois. Bien joué, bien joué. Hein. Il en reste deux. Ah, bien joué, toi. Le FC Barcelone. Lamine Yamal. Antoine Lamine Yamal, évidemment. 210. 210. C'est plus. Je mets plus. C'est plus, c'est largement plus. Ouais, 250. 350. Incroyable. Mais c'est le GOAT en Mais même temps. en même temps, il vient de actuellement. re-signer un contrat jusqu'en oui, 2031, un salaire indécent. Et et- puis, Non, mais il c'est est assez, trop c'est fort. assez logique pour le coup, oui, oui, oui. Pour aller le voler, lui, il va falloir. Donc un point Antoine Batum. C'est l'école des fans, tout le monde a marqué son point. Ah, c'est bien, écoute. Et le dernier, l'Atlético. Julian Alvarez. Oui, tout à fait. Julian Alvarez. 110. 110 80, 110 110. 110, oh non, 110. 110. Moins pour Ah, Emeric. il est jeune, hein. J'ai pas envie de tenter un plus. Et bah c'est William qui a raison. Ah, allez, mais pas de joué. beaucoup. 119. Et tu remontes à 6 Ouais, 5, non, 5. 5 Bon, ça va, 5. 9. Neuf. Et bah c'est une victoire d'Emeric Le Bravo. Gall Pour une fois, sur merci, ce jeu. Bravo. merci, merci. Très beau jeu. Franchement, Bravo. on a presque l'air compétent, c'est ça qui est On fort. aime bien les cartons. Ouais. Franchement, les cartons. J'ai récupéré parce que évidemment ils resservent après. Eh, On les jette pas à chaque fois. Notre politique RSE 20 minutes, est premier sur vraiment l'environnement. Tout à fait. Très, très développée. Eco Arena. Eco Arena. Eco Arena. Eh ben merci les gars, on va pouvoir passer à la suite et attention, je suis pas sûr que vous soyez prêts, mais on y va. La suite, tenez-vous bien. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La société 20 minutes production a repris du service. Je sais, vous attendiez que ça après les succès des épisodes précédents. Rappelez-vous, l'agent de joueur Gino Bayola, le DRH de l'OM, Jean-Michel Paillasson, ou encore les réunions secrètes entre Dédé et Guy Stéphane pour préparer les listes avant les matchs des Bleus. Et bien aujourd'hui, à quelques jours du marathon de Paris, qui a lieu dimanche, là, le 12, nos caméras se sont introduites sur le lieu de travail de JP,
JP, c'est un sémillant trentenaire qui prépare ce rendez-vous depuis des mois maintenant et nous l'avons suivi donc sur son lieu de travail pendant une journée. On regarde ça. Faut faire revenir Petit, Galtero. Salut les ringards. Salut Will. Une heure de course avant de taffer, ça fait du bien. Le gros relou du bureau qui prépare un marathon. Moi, par contre, j'ai juste fait 4,35 de moyenne au kilomètre là, mais il y a des gens qui marchent à 2 à l'heure sur les trottoirs de Paris, puis il y a trop de voitures à Paris en fait. Enfin, vivement qu'Emmanuel Grégoire finisse le travail d'Anne Hidalgo, parce que les voitures partout, là, c'est pas possible, on peut pas faire des bons temps. Sinon, je vous ai dit que je prépare un marathon ou pas c'est dans 2 semaines. Ouais, hein tu nous l'as dit. Tu nous l'as dit. Ok, cool. Sympa. Ouais, tu nous l'as dit. Ah ouais, bonne ambiance. Hein. J'ai chaud pour faire un five la semaine prochaine. On manque un peu de monde pour recruter. Ouais, carrément. Si en plus ça fait un bail que j'ai pas couru, laisse tomber, je suis en petite forme. J'ai fait la Solira une fois. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Mais fallait le dire plus tôt là. Attends, mais viens, attends. Fallait me le dire plus tôt, je peux t'apprendre plein de choses si tu veux. Viens, on va prendre un café ensemble, on va discuter, ouais. Je t'ai déjà parlé de casquette verte, tu connais casquette verte? Ouais. Et il faut que je te parle aussi des t-shirts, des choix de t-shirts très importants, parce que sinon vraiment tu peux saigner des tétons et tout, ça fait super mal. Et vraiment, c'est une galère quoi. Voilà, j'ai un peu mal au cou là quand même. Yep, bah ça tombe bien, moi j'ai du baume du tigre, je t'ai déjà parlé du baume du tigre, c'est parfait pour ce genre de tension musculaire, tu veux que je te fasse un petit massage? Moi j'en mets beaucoup. Avant d'aller m'entraîner, parce que pour l'échauffement c'est bien, ça décontracte. La prévention des blessures c'est parfait. Allez, laisse-moi te faire un petit massage, ça va te faire du bien. Regarde, en plus, là. ça sent super bon. Mais reste là, bon sang. Incroyable, le baume du tigre, je comprends pas. Bon, c'était pas évident cette matinée. Ouais. Tu viens manger avec nous là? Je vais chercher un japonais. Non, je peux pas là. J'ai sorti endurance fondamentale avec les gars du running club, là, donc ça va pas le faire. Et puis japonais, sushi, tout ça, c'est un peu trop gras. Là, en ce moment, je suis full glucides parce que je prépare le marathon. Donc j'ai pris un gel énergétique. Alors, je vais te dire, il est sans gluten, sans cadmium, sans pesticides, sans ajout de sirop d'agave, tu vois. Sirop d'agave, c'est parfait. C'est un peu dégueu, mais bon, ça fait le taf. Et surtout, depuis que j'ai ça, mon seuil il a explosé, ma VO2 max elle a explosé. Antoine? Caro, Ouais. on va se prendre un petit café, tu viens? Ah non, je suis désolée, pas tout de suite. Je dois aller faire une petite course. T'es dans quel sas? Hein? Ouais, blague de marathonien. Moi je suis finisher 2015 et bientôt 2026. Allez, je repars au boulot. Je trouve pas qu'on découvre plein de choses sur soi quand on court, un petit peu comme une grande plongée à l'intérieur de soi, une introspection quasi philosophique quelque part en fait. Après, tu sais que c'était juste un 3 km avec mon enfant. Hein. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas la distance qui compte, c'est le voyage. C'est clairement le voyage. Tu vois, courir, c'est enlever le masque, il n'y a plus que nouer le bitume. On peut pas tricher. Et puis on est renvoyé à notre condition d'humain, l'homme face à soi-même, dépouillé de tout artifice. Et puis à la fin, quand tu reçois la médaille de finisher, voilà, c'est la délivrance, c'est un accomplissement, c'est grand finalement, tu comprends? Les audiences sont vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus haut? Attends, sinon moi j'ai une idée, on peut faire ça en négative split. C'est un peu comme quand je cours, au début tu pars un peu doucement, et par contre tu cours plus fort, tu termines à fond sur la deuxième partie, vraiment. Et tu vois, c'est une autre manière de procéder. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous partez? J'ai même pas fini. Mais j'ai pas fini. Bon les gars, il fait bon, c'est le printemps. On va se boire un petit coup. Ah bah ouais. Petit apéro. Allez, on y va. Ah bah, JP, Ouais. on va au Balto là, il fait bon. C'est un petit apéro, t'en es ou pas? Je sais pas, ça dépend, ils ont des douches là-bas ou pas? Pourquoi? Je vais y aller en courant là, faut pas que je ruine ma PPG non plus là, donc voilà. Ok. Bon allez, je mets le chrono, tac, hop, allez c'est parti. On te rejoint? Allez à toutes. Bon, vivement que ça se termine là son truc. Non mais regarde. C'est quand déjà? Ce marathon? Je sais pas, mais il est insupportable. Regarde-le là, courir. Putain. Ridicule. Pauvre type. Merci à tous pour cette œuvre d'art. Bravo William pour cette performance. J'espère qu'on ira chercher un César et pourquoi pas un Oscar même. Ça serait mérité. Franchement, là, ouais. On a presque l'impression que tu ne joues pas en fait. Eh non, c'est toi. C'est ma personnalité, je voulais cacher, je cours tous les jours, c'est faux. Il me faut un ballon pour courir moi. Et on ne dira pas de qui on s'est inspiré. On en a au travail. On en a. Et
permet de dire quand même qu'on pense à tous ces gens qui chaque jour sont au travail, veulent juste voilà, être tranquilles. Et puis ils ont des collègues qui viennent les voir comme ça alors qu'ils n'ont rien demandé. Les pauvres, vous n'êtes pas seuls. Oui, on est avec vous. Leur parler de leurs entraînements, leur parler de... Le pire va être lundi. Ouais. Quand même, au lendemain du Oh marathon. là là, terrible. Où tous vont arriver. Tu sais que j'ai fini en 4h38. J'ai fait mon RP. Ah, putain, et J'ai posé un congé ce jour-là. on va entendre les types dire ah ouais, le mur des 30, c'est pas qu'une légende. La fatigue d'avance. Et ouais. Laissez-nous tranquille. Nous, on dit du mal et on fait pas de marathon. C'est ça qui est bien. Excusez-moi. Et lui, il est finisher 2015 et bientôt... Et 2016. Et 2016. C'était une autre époque. C'était il y a 10 ans. Plus physique. Allez, bon, c'était bien en tout cas, merci. On va passer à la suite. On reste sur le cardio. Et la suite, c'est la question qui tue. Elle va concerner le cyclisme, cette semaine. Qui dit première quinzaine d'avril dit évidemment la période sainte des Flandriennes, évidemment. Belle période de classique. Après le Tour des Flandres, le week-end dernier, remporté par Tadej Pogačar. Place à Paris-Roubaix, dimanche Remporté prochain. par Tadej Pogačar. Et bien c'est justement la question. Les pavés, la Trouée d'Arambert, le vélodrome, tout ça on va se régaler. Et si en plus il y a ce nouvel épisode du duel Pogačar-Van der Poel, et ce sera encore mieux. Poggi a donc fait de cette course un de ses objectifs, un gros objectif de cette saison, c'est bien simple, c'est le dernier monument qui manque à son palmarès. Alors je vous pose cette question, messieurs, est-ce que s'il gagne Paris-Roubaix cette année, il peut déjà penser à prendre sa retraite? Antoine, si tu veux. Il pourrait, évidemment, et puis surtout, on y a pensé parce que lors du dernier Tour de France, il avait répété qu'il était un peu saoulé par tout ce qu'il y avait autour de lui. Voilà, il a tout gagné, à part du coup le Paris-Roubaix cette année. Il a un contrat jusqu'à 2030 et il a réaffirmé cette semaine ou la semaine dernière qu'il irait au moins jusqu'au bout de son contrat. Mais après avoir remporté Milan-San Remo, qui était son gros objectif, s'il remporte Paris-Roubaix, bon, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux Ouais, parce qu'il a été obligé de préciser quand même cette semaine, et c'est aussi pour ça qu'on pose la question, c'est qu'il y avait quand même pas mal de rumeurs après le dernier Tour de France où il avait montré une grosse lassitude, et là il a quand même redit, la semaine dernière, genre non mais je veux aller jusqu'au bout de mon contrat quand même. Bon après on n'est pas obligé de le croire, mais 2030 c'est loin encore, ça fait beaucoup de courses. Il a 3 ans et demi à tirer encore. Il sera pas vieux, mais il a commencé jeune, et surtout l'intensité c'est n'importe quoi. Donc oui, ce serait pas étonnant. Il lui manque quoi? La Vuelta à aller chercher, Roubaix, et puis après finito quoi. Il peut aller chercher le record de Merckx aussi éventuellement dans les trucs sur les classiques, dans ses objectifs. Merckx qui est le détenteur du plus grand nombre de victoires sur les classiques. Je sais plus, il y en a combien, 20, 21, quelque chose comme ça. C'est un chiffre qui est quand même dur à aller atteindre. Après, on a du mal à voir quelqu'un pouvoir lui disputer tout ça. Il a combien? Il a 11? Là, il est à 11 monuments. 11, ouais. Donc, à voir, est-ce que Evenepoel, sa reconversion sur les Flandriennes à venir, parce que je pense qu'il reviendra l'année prochaine, on commence à parler de Paris-Roubaix, est-ce qu'il va pouvoir le gêner un petit peu dans les prochaines années? Paul Séchas, pareil. Est-ce que, sur tout ce qui est Tour de Romandie et tout, il va pas un peu l'emmerder dans les prochaines années? Est-ce que ça peut un petit peu offrir un peu de suspense? Mais, ouais, moi je suis d'avis à penser qu'il ira au bout de son contrat et que après on verra. Il ira quand même jusqu'à 2030. Moi, le coup de la lassitude, j'ai un peu de mal à l'acheter. Ça sort après des Tours de France où il y a pas mal de polémiques, où il prend quand même très cher dans les gencives, hein, parce que toujours ces soupçons par rapport à ses résultats. Est-ce que c'est pas un côté, tu vois, pour calmer un peu la plèbe, calmez-vous, vous inquiétez pas, vous voyez, moi aussi je suis abattu, moi aussi je suis touché, c'est un monde compliqué, c'est dur de se battre chaque jour. Ça, c'est des monstres de victoire. C'est des mecs qui ne veulent jamais arrêter. Je ne mettrai pas ma main à couper qui ne poursuivent pas après 2030. Après, il faut voir, est-ce que l'arrivée de Sexas, qu'on aimerait voir comme le nouveau concurrent numéro 1, peut lui faire peur. Ça fait bizarre de dire ça, hein, mais peut lui faire peur. Ou l'exciter encore plus, à montrer, attends petit, tant que je suis là, tu vas pas gagner grand-chose. Tu seras jamais plus second. Exactement. Voilà, moi j'ai mis des réserves, je pense qu'il peut être là pour un bon gros moment encore et nous emmerder pour un bon gros moment encore. C'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait qu'il ne faille pas acheter non plus trop cette histoire de lassitude et de fatigue. Si on recontextualise dans le Tour de France, il avait vraiment assommé le Tour très rapidement et on avait l'impression que parfois la narrative de ah je suis fatigué sur la dernière semaine, elle était un peu forcée et que finalement à la fin, bon certes il se fait poutrer par Van Aert à Montmartre
Et ça colle bien, tu vois, quand même. On se rend bien compte qu'il n'est pas dans l'état de fraîcheur du début de tour. Mais cette histoire de lassitude, en fait, on ne sait pas trop à quel point c'est du storytelling ou est-ce que c'est réel ou pas. C'est le tour qui l'ennuie en fait. Enfin, après, sur les Oui. courses d'un jour, on peut aussi imaginer un programme où il a dit les JO 2028, par contre, gros objectif quand même, donc il sera au moins. Oui, Tu vas voir les mondiaux en Slovénie. Et ouais, mais sur les courses d'un jour, il peut s'éclater quoi. Qu'il a lui-même décidé. Non, mais t'as un gros truc où t'as l'impression que c'est quand même un gars qui fonctionne à la motivation. Et il a dit après San Remo, il gagne, il reviendra plus. Voilà, il a gagné, c'est une course trop dure pour lui pour être quasiment sûr de gagner, donc il reviendra plus. Est-ce que dans des courses où il est sûr de gagner, c'est-à-dire partout, est-ce qu'il va avoir toujours la même motivation pour et du coup, motivation, préparation sur des longs mois. Tu vois, là, il avait fait une préparation spéciale pour les classiques. Donc, est-ce que pour lui, il va refaire un début de l'année prochaine, par exemple, un début d'année similaire avec San Remo, le Tour des Flandres, Roubaix. Voilà, c'est tout ce genre de petits trucs, mais je pense que les classiques l'animent plus que les gros tours. Ouais, ça le fait marrer quoi. Voilà. Enfin, il a envie. Pour Roubaix là, du coup, est-ce que donc on rappelle Mathieu Van Der Poel 3 victoires d'affilée. L'année dernière pour la première de Pogačar, il fait deuxième, gros mano à mano, il attaque beaucoup. À chaque fois Van Der Poel ne lâche pas, il chute à 30 et quelques de l'arrivée, 38. Ce qui l'empêche après de jouer la gagne. Mais est-ce que si on est Van Der Poel là cette année, on s'inquiète vraiment? Moi, c'est marrant parce que tu vois, c'était vraiment mon opinion avant le Tour des Flandres. C'est de me dire c'est vraiment l'année de trop pour Van Der Poel contre Pogačar. Cette année, il ne pourra pas résister. Et je trouve qu'il a envoyé des signaux plutôt positifs sur les Flandriennes et tout particulièrement sur le Tour des Flandres où je trouve qu'il n'explose pas complètement. Après, il court un peu n'importe comment, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je trouve que sur ses qualités physiques, je pense que ça peut tenir. Sur le pavé, ça peut tenir. Je pense que je le voyais moins bon que ce que j'imaginais et je pense qu'il a la qualité. Il a l'agilité sur le vélo et ça reste quand même assez plat. Ça sera pas facile, mais pour moi, c'est un peu trop juste pour Pogačar encore pour qu'il puisse le lâcher sur du plat. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça peut tenir encore pour Van Der Poel. Moi, je crains que le mec se soit programmé pour cette année et que peu importe ce que tu fasses, même si Van Der Poel est en forme, les signaux qu'il envoie là en ce moment sont trop puissants. Je pense qu'il leur met même vraiment un gros coup mental avant même le départ de la course, là, ce qu'il vient de montrer. J'ai du mal à imaginer, même si j'aimerais, que ce soit pas pour dimanche sa première même victoire. Même sur du plat, même sur avec les il s'y est préparé, il y a quand même quelque chose c'est sa quête de l'année presque. Et des champions comme ça, quand c'est leur quête, j'ai du mal à le voir passer. Ouais, je pense que Van Der Poel va avoir quand même un petit truc à l'orgueil où il a perdu San Remo, il a perdu Flandre. Là, ça suffit, mon petit. Et puis, ce que tu disais, les erreurs stratégiques lors du Tour des Flandres où il se met à rouler avec Pogačar, là, il les refera pas, quitte à ce que Van Aert revienne dans sa roue et tout ça. Je pense qu'il peut y avoir aussi une alliance à un moment des gars qui en aura le bol de voir toujours le même mec les flinguer, quoi. Donc, j'ai ce petit espoir-là. Après, pour moi, il est grand favori. Sur le manque d'expérience, donc, l'année dernière, donc, il chute, c'était sa première. Il l'a dit, je découvre. Là, un deuxième Paris-Roubaix, c'est pas non plus encore une expérience de folie par rapport à un Van Der Poel. Justement, de mémoire, quand il chute, il est bien dans la course à ce moment-là. Et il reste 30 bornes. Donc, mais il peut toujours se passer un truc sur Paris. Évidemment, mais si tu t'enlèves pas qu'il était quand même parti pour possiblement jouer la gagne. Donc s'il se casse pas la gueule, s'il déraille pas, s'il a les pneus, je sais pas quoi. C'est quand même, on est obligé de prendre l'aléatoire. Bien sûr, non mais bien sûr, je suis d'accord. C'est la course où l'aléatoire est en fait même pas de l'aléatoire. Enfin, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Ouais, carrément. Mais tout le monde ne tombe pas tout le temps. Il l'a pas eu l'année dernière. L'incident mécanique, la crevaison et tout, il l'a pas eu l'année dernière. Ça se trouve il l'aurait cette année. Tu vois, et c'est peut-être le truc qui peut te sauver, un peu te protéger, te préserver du grand chelem ultime de Pogačar. Mais tout comme, du coup, je suis l'avocat du diable, tout comme ça peut arriver à Van Der Poel, à n'importe qui. Donc, bien sûr. Voilà, l'expérience, tu l'as vu sur les Flandres, Evenepoel, son premier, il fait 3. Des mecs comme ça qui sont au-dessus de tout le monde. Au final, l'expérience, le mec, il a fait des repérages à Tir-Larigot tout l'hiver. Est-ce que, pour en revenir à la question de départ un petit peu, mais est-ce qu'on aurait envie de plus voir Poggi parce qu'il nous saoule à tout gagner et qu'on aurait envie que ce soit un peu plus ouvert, ou est-ce qu'on a envie de le garder avec nous parce que c'est un champion exceptionnel et qu'il fait des choses que personne d'autre ne fait? Pour le cyclisme, qu'est-ce qui vaut mieux? Après, il y a toujours la question. T'as envie de voir Sexas maintenant, le titre. Nous, ouais. Mais du coup, t'as pas envie de le voir partir parce que t'as envie de voir Sexas le bouffer. Oui, c'est vraiment ça. Donc reste.
Reste. Non, après, on ne peut pas souhaiter. Enfin, moi, à titre personnel, qui ne suis pas un grand fan de cyclisme comme vous, ni encore moins un spécialiste, il apporte quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose d'intéressant. Je trouve que j'ai du mal à le trouver humainement détestable. Et si les audiences de cyclisme marchent aussi, nous on le sait en tant que commentateur, c'est aussi parce qu'il est là, parce qu'il crée des duels, parce qu'il crée de l'envie, il crée de la demande. Non, moi un cyclisme sans lui, ça serait certes plus marrant. En gros, c'est le PSG sans la Ligue 1, quoi. Est-ce qu'on veut se marrer avec ceux de derrière? Ouais, mais il mérite sa place. Ok. Enfin, c'est mon... La Ligue 1 sans le PSG, du coup, plutôt. J'ai dit le PSG. Ouais, le PSG sans la Ligue 1. Excusez-moi, je vis déjà sans vous. Ça, c'est le rêve de Nasser. Mais... Toucher cette compète-là, pour tous nos week-ends. Et bah, merci les gars pour ce petit débat très intéressant. Ne bougez pas, on se retrouve juste après cette petite coupure. On revient dans quelques minutes. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous arrivez au bon moment, puisque c'est l'heure du grand procès de la semaine. Et dans cette cour que nous avons un peu agrandie, pour l'occasion, nous allons parler de Victor Wembanyama. Le Français réalise une très grande saison avec les Spurs, puisque il a été le principal artisan de la première qualif de la franchise de San Antonio pour les playoffs, la première depuis 2019. A-t-il été bon au point d'être élu MVP? Il y a débat en tout cas, et de notre côté, il y a même procès. Messieurs, avec cette question, est-ce un scandale si Victor Wembanyama ne gagne pas ce trophée du meilleur joueur de la saison régulière? Comme d'habitude, deux éminents avocats vont s'affronter sur ce sujet. Nous commençons avec la plaidoirie du procureur chargé de l'accusation. J'ai nommé Maître Émeric Le Gall. Je vous installe votre petit pupitre. Merci, monsieur le juge. Cette cour est vôtre, monsieur. Prenez-en soin. Merci. Alors, avant de dire des conneries, parce que je vais en dire beaucoup, je tiens quand même à m'excuser officiellement devant cette cour pour les peines qui vont être utilisées, mais que j'assumerai parfaitement. Et je me retirerai de la vie de clown si vraiment ils sont si catastrophiques que ça. C'est parti. La réponse sera oui. J'imagine. Ah, vous n'avez pas vu la fin, quand même. Je ne vous félicite pas, monsieur le président. Oui. Et tant pis si cela doit me coûter la victoire dans ce procès, car l'énoncé même de la question dit tout du parti pris de cette misérable cour. Penser que cela pourrait être scandaleux si Wemby ne gagnait pas ce trophée, c'est déjà en soi une aberration intellectuelle. Alors ça y est, les Français, ils sont heureux, ils ont un premier joueur frisson depuis Tony Parker, et depuis ils se sentent plus pissés. Votre chauvinisme ne vous honore pas, permettez-moi de vous dire. Il ne serait donc absolument pas scandaleux que notre bon Victor Wembanyama ne remporte pas ce titre de MVP. Que Wemby postule pour ce prestigieux trophée, personne ne le niera, évidemment. Les Spurs ont tabassé les pronostics depuis le début de la saison pour terminer avec plus de 75% de victoire. Je fais une partie de votre boulot, maître Père. Merci, c'est gentil. Je vais aller prendre un cocktail, il fait beau. Exactement. Donc mené d'une main de maître, on peut même parler de paluche à ce niveau-là, par Wemby. Et donc ceci est évidemment incontestable. Et personne ne le conteste dans cette cour. Mais quand on regarde à la loupe les statistiques du garçon, car je vous rappelle qu'on parle ici de NBA et que cette ligue ne jure que par une chose, les stats, qui sont à la NBA ce que les conflits d'intérêts sont aux membres du gouvernement français, la base du métier. Et que nous disent ces stats? Que nous disent ces stats, mon cher expert? Oh, eh bien, elles disent que vous avez déjà gagné. Quel acteur. Plus sérieusement, elles sont criantes, pour ne pas dire criardes. Elles nous disent que Wembanyama n'est que le 18e meilleur marqueur de NBA avec 24,8 unités par match. Loin de ses concurrents, à commencer par Luka Doncic, numéro 1 avec 33,5 points de moyenne par match, et Shai Gilgeous-Alexander, numéro 2, 31,4 points en moyenne par match. Gilgeous. Il faut remonter, pas au Canada, il faut remonter à 2014-2015 pour voir un MVP sacré avec une moins bonne moyenne de points, c'était Stephen Curry avec Golden State, 23,8 points. Mais ces 20 dernières années, donc, aucun joueur du top 15 des meilleurs marqueurs n'a réussi à être couronné. Donner le titre de MVP à Wemby relèverait ni plus ni moins que de la farce, une vaste plaisanterie, une bouffonnerie.
si je puis me permettre. Exactement, merci d'avoir rajouté du texte. Oui, une farce, et pas celle qu'on aime, celle qui est fourrée au fond du fiac de la dinde avec de l'ail et du persil. Voilà. Ah, c'est pour ça que tu voulais t'excuser. Notamment. Ouais. J'entends beaucoup. Le pain était immonde. Il y a zéro. Vraiment, le prétexte est nul, quoi. C'est forcé à mort, monsieur. J'entends beaucoup. Vous vous perdez tout seul. Je monsieur. sais. Vous vous perdez tout seul, là. L'horloge tourne, là. J'entends beaucoup. C'est chiné à défendre le rendu global de Wemby en disant avec Victor, il faut sortir des stades réels, tu vois, faut évaluer son impact autrement. Super, sauf que le trophée de MVP, on aime ou on n'aime pas, j'ai déjà dit, c'est basé sur les stats et pas sur un truc au doigt mouillé, the wet finger. Non mais on est où là? Et si on va par là, redéfinissons carrément tous les critères d'analyse. Ou alors mieux. On peut aussi carrément créer un nouveau trophée taillé sur mesure pour les qualités si différentes du commun des mortels de Monsieur Wembanyama. Et comment on l'appellerait ce trophée? Je vous le donne en mille. Le MVP. Ah oui, Bravo. Même moi, j'applaudis. Visuel. Ouais. Voilà, j'ai un petit trophée de... voilà. C'est bien. Merci. Je soupçonne d'ailleurs Victor himself de savoir qu'il n'a rien à faire tout en haut de la liste cette année. Comment comprendre, sinon, cette nauséabonde auto-campagne électorale que nous a pondue la grande gigue du Chesnay, qui ne cesse depuis des semaines de s'auto-pépon pour convaincre les membres du jury qu'ils font fausse route, qui n'ont rien compris à ce que doit être un titre de MVP. Comme si les mecs en étaient à leur début en NBA. Eh frérot, ici en NBA, c'est toi le rookie, t'es rien ici, pardon. D'où tu te permets de dire ce qui serait un beau critère de sélection de ce qui serait un mauvais critère de sélection? Visuel. Ouais, c'est sûr qu'il y a un visuel qui va avec ça. Ah oui, il est là. Je vous laisse donc juger du forçage du gazier. On va le voir en illustration, mais je vais vous la faire, la déclat de Wembanyama. Qu'a-t-il dit? Il a dit la défense représente 50% du jeu. C'est assez sous-estimé dans la course au MVP, je pense. Et il a dit Je comme ça, pense être le joueur avec le plus d'impact en défense. Et offensivement, l'impact d'un joueur ne se résume pas qu'à marquer des points. Typiquement la phrase d'un nulos qui sait pas mettre un panier. Mais bon. Et puis si la défense est si importante qu'il le dit, il est au courant, Vico les bons tuyaux, qu'il y a un trophée du meilleur défenseur pour ça? Ouais, franchement, il se fout de qui? Je vous le dis, en tant que Français, moi aussi, j'adorerais voir un jour Wemby remporter le titre de MVP, mais pas comme ça, c'est bientôt la fin, pas comme ça, pas maintenant, pas avant tout ce que tu n'as pas encore fait. Il arrive. Ouais, mais attendez, c'est de la faute de Jean-Pierre là. Tu es amené à être le joueur qui va marquer les 10-15 prochaines années de la NBA. Tu vas même peut-être révolutionner le basket et leur ligue à la noix. Alors ne tombe pas dans ces vieux travers, s'il te plaît. Les dieux ne réclament pas, les dieux obtiennent. Et je te le dis un jour, mon grand, tu obtiendras, mais pas cette fois. Je vous remercie. L'expert est indépendant. Bah oui, mais j'applaudirais aussi pour monsieur le... Monsieur le juge. J'espère. Monsieur le juge. Non mais on est où là? Qu'est-ce qu'on avait? Non mais on est où là? Merci. Corruption! Maître Pereira, C'est pas la bonne caméra. je vous prie. C'est pas Ça grave. aurait été magnifique. C'est pas grave. Mes feuilles, mes papiers. Tenez votre Allez. plaidoirie. C'est à vous. La vanne était là au moins. Je vois que vous n'avez pas pris la peine de vous habiller aujourd'hui, mais Ouais, bah c'est bien ça qui va faire la différence. C'est pas les quelques pesants d'or qu'on vient de vous glisser sous la soutane. Voilà. J'avais pas de montre. Là. bon, rien. Enfin bref, on va faire comme si de rien n'était. Monsieur le Président, si je me tiens donc devant cette cour, c'est aujourd'hui et encore et toujours comme d'habitude pour me dresser face aux ennemis de la France, ni plus ni moins. Des ennemis qui détestent décidément voir cette France briller, au point de souhaiter donc que notre Victor Wembanyama national ne soit pas désigné MVP de la saison en NBA. Des ennemis qui se réjouissent de sa sortie sur blessure contre les Sixers, assurément, mais que ces haters ne rient pas trop vite. Wemby va serrer les dents pour aller au bout du temps de jeu. Mais oh là, vous arrêtez là oh, c'est pas... Pardon. Un petit détail. Laissez-moi au moins faire ma plaidoirie. Là. On a bien compris que vous l'avez payé et qu'il va gagner le procès. Au moins, je vais jusqu'au bout du truc. Bref, Wemby va serrer les dents. Il ira au bout du temps de jeu minimum requis pour prétendre à son titre de MVP. Un petit Doliprane et ça repart. Et en plus, ça tombe bien, les Amerlocs, ils ont racheté le médicament pour une bouchée de pain. Donc voilà. Wembanyama, MVP, un scandale, me demande-t-on. Non, une nécessité, pas seulement sportive, mais également diplomatique. Car son avènement marquerait le début d'un assaut majeur sur les États-Unis. Et ce serait envoyer tout simplement un énorme chèque
à Donald Trump avant de poser définitivement notre gros fiac de fromage qui pue sur sa tête avant la victoire finale des Spurs de Wemby en NBA au mois de juin, puis juste après la victoire de la France au mois de juillet en finale de la Coupe du Monde aux States. À moins bien sûr que, entre-temps, Donald Trump appuie sur le petit bouton rouge, auquel cas tous ces débats n'existeront plus. Un scandale donc, que vous dites. Moi je préfère parler de bénédiction, et en premier lieu pour la NBA. Rappelons à toutes fins utiles que depuis le prime de Giannis Antetokounmpo en 2019 et 2020, la Ligue nord-américaine a eu pour MVP de la saison régulière un Canadien inconnu en dehors de son bled d'adoption d'Oklahoma, un pivot abonné à l'infirmerie et un ivrogne bedonnant plus investi dans les courses de chevaux que dans la pratique du basket. Nikola Jokic ou Nikola Jockey, on sait finalement donner le MVP à Victor Wembanyama. Ce serait donc récompenser un athlète qui respecte et valorise son sport. Souvenez-vous de l'énergie qu'il avait déployée d'entrée de jeu lors du All-Star Game pour relancer la grand-messe du basket américain que l'on disait alors en perte de vitesse. Le gamin est impliqué et puis, bien évidemment, c'est un extraterrestre. Mis bout à bout, ces temps forts de la saison 2025-2026 dépassent l'intégralité de l'œuvre cinématographique de Peter Jackson, qui est elle d'une durée de 42 heures et 53 minutes. Illustration, comme le disait mon cher confrère. Par exemple, sachez que le compte X, anciennement Twitter de la NBA, a dégainé une compile de 5 minutes 28 de son récital à 41 points et 16 rebonds contre les Chicago Bulls il y a 2 semaines. Il ne s'agit là que d'un chiffre parmi tant d'autres et je laisse à mon expert ici présent le soin de vous en fournir d'autres parce que je crois qu'il en a quelques-uns. Tout à fait, et ils sont nombreux. Eh oui. Je vous ai réservé un florilège statistique avec ces chiffres arrêtés au 31 mars, date à laquelle j'ai été mandaté pour mes recherches. Eh oui, bien sûr, vous travaillez 15 jours. Ah oui. Wemby comptait alors 24,5 points de moyenne, 11,4 rebonds et 3,1 passes décisives, soit un double-double de moyenne. Merci. Comme il l'a récemment rappelé lui-même, son équipe a roulé sur le Thunder de son principal rival Shai Gilgeous-Alexander 4 fois en 5 rencontres, ce qui est fort. Il est en tête des stocks. C'est les mecs musclés. C'est-à-dire le cumul des interceptions et des contres avec 231 ballons volés et contrés, des années-lumière devant son dauphin Flipper, qui a 200 stocks, alors que ce dernier joue 13 matchs de plus. C'est ça qui fait Expert et Il a comique. il a saccagé mes chiffres. Expert et comique. Le mec s'est fait rire tout seul, quoi. Sans doute le plus important, les Spurs ont un ratio positif de 26,3 points avec Wemby sur le terrain et négatif de 1,6 points quand il est en dehors. Merci les experts San Antonio, ça c'est quand même un chiffre qui est très très Vous venez de important. perdre toute votre crédibilité pour le reste de votre carrière, mais pas ça. J'avoue, je vais plus jamais t'appeler. Sa domination défensive est telle qu'on ne la lit pas dans les stats, n'en déplaise à Maître Corruption. Regardez les matchs de Wemby et vous verrez que plus personne ne prend des shoots à moins de 3 mètres de lui par peur de se manger des contres intergalactiques. Ça, c'est des choses qui sont tangibles. Les types se chient dessus en voyant la grande carcasse de Wemby approcher. C'est quand même c'est concret. C'est de la dissuasion nucléaire appliquée au basket. C'est le discours de Macron, non pas devant un sous-marin nucléaire, mais dans la raquette. Illustration. Et ce n'est pas le shoot d'immense chatard de Jokic qui me fera changer d'avis. Comme le rappelle lui-même Wemby, donc je ne veux pas refaire la citation ça représente 50% de jeu, hein, et les gens étaient là, les téléspectateurs, tout ça. Voilà. Je pourrais aussi parler de ses qualités offensives de mon client, car elles existent, hein, parce que, contrairement à ce que vous voulez dire, il a quand même fait un back-to-back de match à 40 points. C'est pas Rudy Gobert non plus. Je pourrais aussi parler de son leadership, mais je manque un peu de temps. Donc, pour résumer, non, le possible titre de MVP ne serait pas un scandale. Il s'agit de sa destinée, et si c'est pas cette saison, ça sera la suivante, que vous le vouliez ou non, Maître Le Gall. Et hop. Merci. Maître Pereira. Rien, mais j'ai raté mon corruption tout à l'heure. Ouais, mais c'est dommage parce que franchement, c'était dévasté. C'était magique. Ce procès. Vous me passerez un petit coup de balai, par contre, après, parce que là... Mac arrive, il met la course en dessous. Sans dessus. Je dois trancher dans cette affaire. C'est lamentable. Difficile de... Mais j'ai l'impression que Maître Le Gall est un tout petit peu au-dessus quand même. Ça se joue à rien. Ah ouais, ça se joue à rien. Ouais. Ça se joue à rien. Très peu. Mais bon, mais si vous voulez, Maître Pereira, il n'y a pas possibilité de faire appel. Ouais, bah je m'en doute bien. Ouais. Donc, si je peux faire appel, mais avec une plus grosse montre, quoi. Vous avez été tous les deux excellents.
En tout cas, je tenais à le voir. Et monsieur l'expert, je n'ai pas de mots pour votre performance. Allez, on va passer à la suite. Ce sera bien. Passons à la suite. Touc. La suite, c'est notre série de reportages à Lyon-la-Duchère. Vous le savez, on suit tout au long de la saison ce club amateur qui évolue en National 3 avec notre collègue Jérémy. L'idée, c'est de vous montrer un peu ce qu'est le quotidien d'un club comme ça. 12e épisode cette semaine consacré à la pratique du fit foot. C'est une discipline qui permet à une vingtaine de femmes du quartier de faire du sport et de socialiser. Par la même occasion, on regarde ça ensemble. 20 minutes va suivre de l'intérieur durant toute la saison le club de football de Lyon-la-Duchère. Fondé en 1964 dans un des quartiers prioritaires les plus emblématiques de l'agglomération lyonnaise, la Duche a flirté avec la 2e division en 1993. Parce qu'en fait, on peut dire que c'est une famille. Le club de la Duchère, c'est une vraie famille, ce qu'on a réussi à construire. Au-delà des résultats de l'équipe première, actuellement en National 3, l'idée est de vous plonger au cœur des nombreux projets sociaux portés par ce club à part. On peut raconter l'histoire du club ? Dans ce 12e épisode, 20 minutes se penche sur la pratique du fit foot, lancé ces dernières années par la FFF et vite adopté par Lyon-la-Duchère durant la saison 2023-2024. Également coach des U13 féminines au sein du club lyonnais, Célia Chérif présente cette activité qu'elle encadre auprès d'un public exclusivement féminin à la Duche. C'est une activité de renforcement musculaire via l'insertion du ballon. Et ça a pour but de faire des mouvements de renforcement typiques via l'insertion du ballon et de mettre une forme de ludique avec de la chanson ou peut-être de la chorégraphie aussi. Le projet Fit Foot, il est né il y a 3 ans maintenant. Il est parti en fait d'une envie des mamans qu'on avait au club qui venaient en fait soutenir leurs enfants, qui étaient présentes les mercredis. Donc elles avaient formé un groupe de mamans qui échangeaient sur différents projets de sortie avec leurs enfants. Et tout de suite est venue l'envie aussi de faire du sport. Donc on s'est dit que ce serait bien de proposer quelque chose au club. Et à ce moment-là, le district lançait cette nouvelle pratique, le fit foot. Donc on s'est dit, ça tombe bien, faire un peu de sport en liant les gestes du football, ce serait parfait. Donc on est parti sur le fit foot. Grâce aux bouche à oreille dans le quartier, le groupe compte cette saison 28 licenciés et 2 séances hebdomadaires, avec une tranche d'âge très large de 15 à 68 ans pour ces pratiquantes conquises par les caractéristiques du fit foot. J'ai eu un enfant l'année dernière, donc du coup c'est ma reprise d'activité sportive. Donc voilà, on m'a parlé du fit foot et puis on m'a dit que c'était adapté et que c'était des mamans, donc exclusivement féminin, donc c'est ça qui m'a donné envie de venir. Puis la salle de sport, bon voilà, faut avoir les exercices, savoir utiliser les machines. Donc là quand même on est guidé, donc ça va. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Donc c'était ma première séance, test, et ça va. Tu l'as senti passer cette fois? Retour au sport, bah là voilà, une petite baisse de tension, mais bien gérée aussi, donc ça va. Je fais de la boxe, je voulais faire du foot, mais finalement j'en ai pas fait, c'était pas trop mon truc. Ça me sert beaucoup, parce que j'avais pas du cardio et tout. Je tenais pas et là je tiens beaucoup plus qu'avant. Ça permet de décompresser une journée de travail ou une journée avec les enfants, machin. Donc ici, je pense que c'est ça qui fait qu'on a envie de revenir aussi. On va dire, on vit la séance. Donc, là, ma première séance, on n'a pas eu des coups de fil. Alors attendez, il faut que je réponde. Du coup, je pense que c'est vraiment notre moment à nous. Et c'est ça qui me fait dire que je reviendrai. Les effets bénéfiques de l'activité sont nombreux sur les membres les plus assidus du fit foot duchérois. Sur le plan physique, mais pas uniquement. On a des personnes qui ont eu des maladies, donc des problèmes, ça peut aller de la tumeur jusqu'à la tendinite, hein, donc ça peut être bénin comme malin, où il y a eu un réel changement via le renforcement. Donc ça n'a pas guéri totalement, mais ça a clairement et nettement soulagé la douleur. On a eu des grosses pertes de poids, donc l'année passée, je me souviens d'une pratiquante qui a perdu plus de 20 kilos. On a pas mal de cas qui se sont améliorés, et surtout, socialement, ça les aide beaucoup. Pour la plupart, je dirais l'objectif qu'elles ont toutes commun, c'est de tisser du lien social. Là, on est sur un point clé de l'inclusion sociale. On voit de nouvelles têtes, on rencontre de nouvelles personnes et des personnes parfois qui, et très souvent même là pour le cadre du groupe, qui sont dans la même situation en fait concrètement au niveau du travail, au niveau de la famille, de la sédentarité. Et donc du coup, ça rapproche vachement puisque du coup elles se sentent soutenues, elles se serrent les coudes entre elles et elles se disent pas ah ouais, moi j'ai ci, j'ai ça, je suis en dessous des autres et donc du coup j'arrête, je baisse les bras. Puisqu'en fait du coup elles sont hyper solidaires et c'est ça qui fait la force aussi de ce groupe-là.
La dimension de compétition est peu à peu intégrée dans les séances d'entraînement. Le club aimerait d'ailleurs à terme créer une équipe de football loisir pour les femmes les plus motivées de l'aventure FitFoot. On a vu, à force de les côtoyer, qu'elles aimaient beaucoup se taquiner. Donc on a voulu mettre en place de la compétition à la fin de chaque séance. Donc que ce soit de la compétition, on le fait sous forme de loup musical, on peut le faire sous forme d'activité, sous forme de chaîne de renforcement musculaire comme ça. Mais on essaye toujours de mettre un peu de rivalité entre les équipes. On essaye de leur inculquer quelques gestes fondamentaux. Donc pour le moment, on est vraiment au début de l'initiation avec le ballon. Donc on essaye petit à petit d'en faire des choses. Merci Jérémy et merci au club de la Duchère de nous ouvrir leurs portes. C'était encore un bel exemple de ce que fait le club pour son quartier. Allez, maintenant, c'est l'heure de finir cette émission par un petit jeu. On ouvre les archives pour notre traditionnel quiz vintage, les gars. Cette semaine, on va remonter loin, très loin, puisqu'on part pour l'année de la dernière victoire de l'Italie dans un match de Coupe du Monde. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Forcément. 2010, ils ne gagnent pas un match. Non. 2014 non plus. 2006, demi-finale. Vous vous souvenez un peu ou pas Italie-Allemagne. Allemagne, ouais. Les 2 buts de Grosso et Del Piero en fin de prolongue. Et Del Piero à 119e, 120e, assez extraordinaire en plus. Le contre magnifique sur le deuxième but. Ouais, en Allemagne. Incroyable. Et c'est donc la dernière victoire de l'Italie en Coupe du Monde. Et donc, pour bien se rendre compte de l'éternité que ça représente, on va jouer avec les événements qui se sont déroulés en 2006. Ah, ça on aime bien ça. Prenez vos buzzers, c'est parti. Septembre 2006, l'été est passé. On ne s'est toujours pas remis du coup de boule de Zizou et de ce tir au but de Trezeguet sur la barre. Et pourtant, on ne le sait pas encore, mais la lumière est là. 2 futurs grands du sport français voient le jour pendant ce mois béni. L'un à Montpellier. Ah, je me demande bien qui ça peut être. Ouais, c'est Félix Lebrun et Paul Séchasse. Eh oui, bravo William qui n'a pas du tout vu l'image passer tout à l'heure. Ouais, c'est pas de ma faute, j'ai regardé là, il y avait l'image qui a sous les yeux. Mais puis avoir la décence de ne pas répondre. Ça fait 0 points. Ça fait 0 points, ça fait 0 0 miam. Mais c'était juste pour vous neutraliser. Mais voilà, donc stratégie petit champion défensive. né à quelques jours d'intervalle, en septembre 2006, sachez-le. Par la même mère. Deuxième question. Oh bordel. Qui Dehors. J'ai essayé de résister. Oh le dérapage de merde. Antoine, déjà, à la dernière émission, on lui avait dit si c'est pour dire ça. C'est le pollen. C'est le pollen. Oh mais c'est scandaleux. Bah, on a plus beaucoup de temps. Ouais, mais moi je suis prêt. Hein. Vous saviez le temps que j'ai mis à préparer ce quiz et voilà ce que vous en faites. Ça, on sait. Allez, oui. Désolé. En plus, c'est une question pour toi, Antoine, la deuxième. Une question maillot jaune. Qui a remporté le Tour de France 2006 ? Attention, il y a un piège. Oui, William, c'est bon. C'est Oscar Pereiro ? Oui, bravo, Oscar Pereiro. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, il s'est passé que Floyd Landis, il était un peu chargé, quoi. C'était la fameuse année où Pereiro il prend une échappée, il prend le jaune, et Landis pendant ce temps-là, défaillance. Le lendemain, vers Morzine, il met 8 minutes à tout le monde. 120 km d'échappée. Pereiro, il garde quand même le maillot pour quelques secondes, mais il le perd juste après contre la montre. Et donc Landis est sacré à Paris, sauf qu'un mois plus tard, on apprend qu'il était chargé comme une mule sur cette étape de Morzine. Qui aurait pu croire. Et donc Pereiro était officiellement déclaré vainqueur un an après, en septembre 2007. Comme le Maroc. 1 point, qu'on embrasse. William. Décidément. Troisième question. Toujours dans le sport, qui a été le seul Français à atteindre les quarts de finale de Roland cette année-là ? Grosjean. Non. Ah non, mon fils. Non. Arnaud Clément. Non. Gasquet. Non. Fabrice Santoro. Songa. Non. Fabrice Santoro non plus. Très dur. Attends. Ce sera le seul de sa carrière en Grand Chelem. Il a mis un terme à sa carrière en 2018. 0 titre en simple. Malgré 10 finales jouées, il a connu plus de réussite en tant que joueur de double. Mahu ? Non. Mais non. Beneteau. Oui, Julien Bento. Il est en bronze au JO de Londres avec Richard en double. Julien Bento fait un quart de finale à Roland-Garros, sachez-le. Il avait quand même bénéficié de l'abandon de Alberto Martin en 8e, c'est un peu pour ça aussi. Il sort pas Ferrer ou je sais pas quoi à un moment donné. Il se fait sortir par Lubicic ensuite, 6-2, 6-2, 6-3. Mais il a une grosse victoire quand même au passage. J'ai pas vu dans son parcours avant les 8e. Ça me dit pas cette année-là, peut-être pas. Ça me dit rien en tout cas. On reste en France, mais on change de sujet. On cherche un projet de loi qui a provoqué des grosses manifestations. Le CPE. Le CPE. Ah, salaud. Le contrat première embauche de Dominique de Villepin. Bien sûr.
J'étais dans la rue, bah toi aussi. Moi aussi. Eux, ils sont trop jeunes, mais. Non, moi aussi. Ah ouais, pardon. pardon. Moi j'étais au collège. C'est la fin de mes années fac. J'avais fait une statue de De Villepin qu'on avait brûlée dans un caddie. C'est le début de mes La bonne époque. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Le début des années fac, la découverte du Franchement, paradis. ouais, Moi, j'étais à Rennes 2 personnellement, donc on l'a bien. Ça faisait la grève toute l'année, ouais. On l'a bien vécu celle-là. Ouais, j'imagine. Ouais. On a fait grève pour moins que ça. À Rennes 2, ouais. On a fait grève pour moins que ça. L'augmentation de 10 5e centimes. question. Avenir des jeunes toujours. Je veux le nom d'un site internet qui ouvre au grand public cette année-là. Facebook. Et oui. Ah ouais C'est aussi tard que ça? On peut se créer un compte sur Facebook en 2006, tout à fait. C'était lancé l'année d'avant, mais c'était pas encore qui tout à fait ouvert. Quoi, je sais pas, j'ai pris une photo aussi pas de Facebook. Dunker, je connais, c'est le joueur de Wolverhampton. Fondé en 2004. Et donc, ouais, c'est en 2006 que ça ouvre. Voilà, on se rappelle tous de cette époque bénie où on poquait tout le monde, n'importe qui. Ouais. Avant que les vieux complotistes débarquent, reprennent le truc. Et il y a quand même, parce que j'ai noté ce chiffre, parce qu'ils disent quand même que fin 2019, il y a encore dans le monde 2,27 milliards d'utilisateurs actifs. Parce que plus personne ne... 2019 En 2019. Moi, ça fait 7 ans. Oui, ouais, mais même, j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on... La moitié sont morts depuis. Il y a plus que 500 000 personnes qui l'utilisent. Est-ce qu'on en veut une petite dernière? Allez, petite dernière. Histoire que je prenne un point. Une autre révolution allait arriver bientôt avec la commercialisation du tout premier iPhone. C'était l'année suivante. Mais en 2006, on était encore avec mon beau vieux portable de type cabine téléphonique. Attends, j'ai pas posé la question encore. Quelle est la marque de téléphone la plus vendue encore dans le monde en 2006? BlackBerry? Non, c'est Antoine. Nokia. Oui, c'est toujours Nokia. Zut. Vous vous souvenez de ça? Ça, c'est le plus vendu, ça, en 2006. La préhistoire. Donc ça, c'est le modèle. Ça, c'est Motorola, ça. Oui, pardon, c'est celui-là, Nokia. Moi, j'avais mon premier téléphone 2006. Et j'ai mis Motorola parce que c'est donc la deuxième marque la plus vendue encore. Le fameux. Ça, c'est le Nokia 1600. Moi, je l'ai pas eu personnellement, mais j'ai eu la version juste avant. Nokia qui était aussi la marque la plus utilisée dans le BTP pour la qualité de leurs briques. Tout à fait. L'anecdote d'Antoine était pas mal. Il avait un Motorola. Ouais. Voilà. T'avais un Motorola? C'est mon premier téléphone, 2006, après mon bac. Moi aussi, à clapper, j'avais. Et on enchaîne avec la 7e. Du coup, on parle maintenant d'une série TV dont la première saison a été diffusée cette année-là. Énorme carton. Non, mais Walking Dead, mais non. H. Non. H en 2006. Non, bien avant. Déjà. Énorme carton pour cette série américaine qui se déroule en Floride. Beverly Hills. Non. Beverly Hills, je sais pas, j'avais pas la télé. C'est 91 ou 90. Mais oui. Qui a buzzé? Big Bang Theory. Non. Elle raconte l'histoire d'un homme bien sous tout rapport le jour, un peu moins la nuit. Ah, Dexter. Dexter. Légèrement traumatisé par ce qui lui est arrivé dans sa petite enfance. Voilà. Mais 2006, Dexter, déjà. La 8e et avant-dernière. Putain. Attention les yeux maintenant, au sens littéral du terme. 2006, funeste année pour le crime de guerre. En effet, cette année-là, nous perdions un trio de choc dans le domaine du génocide. 3 as de l'exécution sommaire, 3 champions de la torture. Il me faut les 3 noms, messieurs. En 2006, il y a très 3 belle qui année. meurent dans la même année. Il y a... Slobodan Milosevic. Ouais, Milosevic. Oui, il est dedans. Si on le fait à 3, on a un point. Oui, je vous le donne. Ouais, Saddam, c'était pas cette année-là? Saddam Hussein. Ah ouais, oh, putain. Et il me manque un Sud-Américain. Allez, il est pour toi, Émeric. Pinochet. Augusto Pinochet. Tous les 3 morts en 2006. Je pouvais pas passer quand même à côté. Non, bien sûr. Ah bordel, mais vraiment ce trio trio immonde. Ah bah c'est mieux que Mbappé qui tiquait et Barcola. Hein. Ça, à la tête d'un 4-3-3. Je peux te dire que ça fait des dégâts. Voilà. Pour finir, sur une note un peu plus joyeuse, quel est à votre avis le tube numéro 1 au hit parade pour cette année 2006? Je donnerai un petit indice après si tu Ah non, Macarena, c'est beaucoup trop. Bien avant, je sais, mais j'en avais pas d'autres. Ozone, c'est trop vieux. C'est un tube d'une chanteuse qui nous vient de Barranquilla en Colombie. Ah, c'est Shakira. Taïla. Et il me faut maintenant le... Waka. Mais non, c'est Mais non, c'est en 2010. Justice. Non. Non, ça c'est plutôt... Est-ce que vous voulez un petit peu... Vas-y, on finit en musique. On peut se la mettre? Ah oui. Mais oui. Non, merde. C'est quoi? C'est quoi? Ah, le titre. Elle le dit à la fin, je crois que j'ai laissé 30 secondes, il me semble, on peut le garder. Ou alors elle le dit juste après. Hips Don't Lie. Hips Don't Lie. C'est ça. C'est classique ici. Tu veux dire?
Les hanches ne mentent pas. Ne mentent pas. Mais par contre, les chiffers. Les chiffers. Private joke. Les hanches mangent, oui. Numéro 1 devant Promiscuous et Crazy, Nars Barkley. Crazy, Ok. vous l'aviez? Ouais. La fameuse 2006 patch. Absolument. Eh bien merci pour ce beau quiz. Je sais pas du tout, on n'a pas du tout compté les points, mais. Oh, je pense que j'ai gagné. hein. C'est pour William, a priori. hein. Pour une Pour fois. William? Ouais, allez, c'est pour William. Antoine. C'est pas pour toi, Emeric, en Non. tout cas. T'as gagné le point. Je vais tabasser. Oh la main. Merci messieurs. C'est un plaisir. Merci à nos réalisateurs qui sont derrière là, sans qui rien ne serait possible. Et nous, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.